Le bouddhisme humaniste, l'intention première du Bouddha, par le vénérable maître Xing-Yun. 1. Le bouddhisme humaniste dans la vie quotidienne. L'habillement, la nourriture, le logement, la marche font partie des nécessités de la vie quotidienne et même Bouddha, l'être éveillé, ne peut échapper à ses besoins de la vie des hommes. Parmi les 5 véhicules, les êtres célestes et les humains dépendent encore de ces besoins de la vie mondaine, tandis que les Sravaka cultivent des pensées supramondaines. En fusionnant l'esprit des êtres humains et célestes, Sravaka et Pratyeka-Buddha, on obtient la Bodhicitta, de la voie du Bodhisattva, qui n'est autre que le bouddhisme humaniste. Partons donc de ces nécessités de la vie quotidienne pour exposer la situation globale du développement du bouddhisme en Chine. Nourriture. Il est dit, la nourriture est le paradis pour le peuple. Et il est vrai que manger est une affaire importante dans la vie. L'influence profonde du bouddhisme peut être perçue à travers la culture de l'alimentation chinoise. Parmi les légumes et fruits que nous consommons tous les jours, plus de la moitié d'entre eux sont arrivés en même temps que le bouddhisme, par la route de la soie. Par exemple, l'orge, le sarrasin, le blabla, pois, l'aubergine, le melon, le raisin, la pastèque, la pomme-grenade, la tomate, le concombre, la noix, la carotte, l'épinard et le jacquier sont devenus les principaux ingrédients de la cuisine chinoise. Sans ces fruits et légumes, et avec une telle population, quelles difficultés les Chinois ne connaîtraient-ils pas dans leur vie quotidienne? À part les légumes, l'habitude de manger de la bouillie de riz le matin résulte aussi de l'influence bouddhiste. Les sutras mentionnent que la consommation de bouillie de riz favorise la digestion, calme la faim et prolonge la durée de vie. Pour célébrer l'accès à l'éveil du Bouddha, chaque année, au 8e jour du 12e mois du calendrier lunaire, les pagodes chinoises préparent la bouillie là-bas pour distribuer gratuitement à tous les habitants. À ce jour, la fête là-bas est devenue l'une des fêtes importantes de tous les Chinois du monde. Actuellement, les temples de Foguanshan offrent chaque année plus d'1 million de bols de bouillie là-bas. En outre, boire du thé vient aussi des anciennes traditions des monastères bouddhistes. Le thé est servi aux visiteurs dans les salles de réception en guise de bienvenue, tandis que le rassemblement des monastiques pour rendre le thé est appelé puja. En particulier, le thé possède un effet stimulant et est utilisé pour combattre l'état de stupeur et la fatigue, résultant souvent d'une longue période de méditation. Par la suite, boire du thé est devenu une coutume pour les pratiquants de la méditation et il est d'un usage rituel dans des pratiques quotidiennes des monastères Chan. En lisant le célèbre Gong'an, le thé Zhaozhou, de l'école Chan, on peut voir l'influence du thé dans la culture chinoise et comment une petite indication du maître Chan peut nous conduire vers un état différent. Aujourd'hui, plusieurs thés mondialement renommés sont liés aux monastiques bouddhistes. Le Biluchong, du mont Dongting à Jiangsu, le Dahongpao de Wuyi à Fujian, le Longjing du temple Yukan à Hangzhou et le pu'er de Xiguangbana ont tous été cultivés à l'origine dans les monastères. Les habitants du Tibet sont pour la plupart des consommateurs de viande et de bœuf et de mouton. Sans le pu'er, ils pourraient avoir du mal à la digérer. Les plantations de thé se situent en général dans les montagnes, aux alentours des monastères bouddhistes. Ainsi, Chan et le thé ne font qu'un. Devient-il une des clés de la culture chinoise? Le grand maître Jianzheng, de la dynastie Tang, a apporté le thé au Japon et il y devint le premier patriarche du thé. Plus tard, le moine japonais Nyang Heisei vint étudier en Chine et, à son retour, introduisit la cérémonie du thé au Japon. On peut dire que la cérémonie du thé japonaise est inspirée du bouddhisme et de la culture chinoise.
Les monastiques bouddhistes ont vraiment exercé une très forte influence sur le développement de l'art du thé et la propagation de la culture chinoise. Mais la plus grande contribution du bouddhisme au monde est la réalisation et la propagation du végétarisme. Tout au début, à l'époque de Bouddha, lors des demandes d'aumône et pour se conformer aux coutumes de la société, les monastiques mangeaient tout ce que leur offraient les adeptes, sans faire de différence entre les mets gras et les mets maigres. Quand le bouddhisme arriva en Chine, et à cause des conditions géographiques et climatiques, il devint difficile de continuer ce rite de la demande d'aumône. Les monastiques prirent donc l'habitude de s'installer dans un endroit fixe pour prêcher le dharma et ils commencèrent à installer des dépôts et des cuisines pour préparer les repas. Le bouddhisme chinois préconise le végétarisme à cause de l'esprit de bienveillante compassion et aussi en raison de l'influence du confucianisme qui dit, en parlant des animaux, « En les voyant en vie, on n'a pas le cœur de les voir mourir. En ayant entendu leur voix, on n'a pas le cœur de manger leur chair. » Ainsi, le végétarisme devient une habitude entrée dans les mœurs et un trait distinctif de la pratique du bouddhisme chinois. L'union des deux cultures, bouddhisme et confucianisme, a fait en sorte que le végétarisme devint une bonne habitude de vie et aussi une importante théorie sur le respect de la vie prônée par le bouddhisme humaniste. Le bouddhisme ne s'oppose pas formellement à la consommation de viande, mais il encourage à ne pas ôter la vie, quelle qu'elle soit. Cet esprit de bienveillante compassion et d'égalité correspond bien au concept de la protection de l'environnement et des animaux, très présent de nos jours et à l'échelle mondiale.